Welcome to a new episode of Min Washington. In this week's show, the 27th anniversary of Throne Day in the Kingdom of Morocco. Bienvenue dans votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Le Royaume du Maroc célèbre le 27e anniversaire de la glorieuse Fête du Trône. Fête du Trône, 27 ans de transformation sociale et économique du Maroc. Le Maroc, sous Sa Majesté le roi Mohamed VI, un allié stratégique des États-Unis. La Fête du Trône est à la fois un moment de célébration et de bilan. Que s'est-il passé depuis l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône en 1999 ? Quelles sont les principales réalisations du royaume ? Et pourquoi son influence dépasse-t-elle aujourd'hui largement ses frontières ? Depuis 27 ans, le Maroc poursuit une stratégie de développement fondée sur une vision de long terme. Infrastructures, industrie, ports, trains à grande vitesse, énergie renouvelable, innovation, développement social ou encore diplomatie. Le Royaume a renforcé ses acquis tout en consolidant sa position de carrefour entre l'Afrique, l'Europe, le monde arabe et l'espace atlantique. Morocco strengthened its position as a gateway between Africa, Europe, and the Arab world, and the Atlantic space. Des projets structurants comme Tanger Med, les autoroutes, les aéroports, les zones industrielles ou les investissements dans les chaînes d'approvisionnement mondiales ont permis au Maroc de s'imposer parmi les acteurs majeurs de secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, l'agriculture, les énergies renouvelables, les services et le commerce. Ces avancées sont le fruit d'une vision stratégique, d'une action constante et d'un engagement durable. Sur le plan international, le Royaume a également affirmé une diplomatie fondée sur l'équilibre, la stabilité et le partenariat. Il a renforcé sa présence en Afrique, tout en développant ses relations avec ses partenaires méditerranéens, atlantiques et moyen-orientaux. Parmi ces partenariats, celui qui unit le Maroc et les États-Unis occupe une place particulière. Héritière de l'une des plus anciennes relations diplomatiques au monde, cette alliance s'est élargie à des domaines essentiels: défense, lutte contre le terrorisme, commerce, investissement, énergie, éducation et sécurité régionale. Show the political depth. And the relationship now reaches beyond traditional diplomacy into business, technology. Les exercices African Lion, l'accord de libre-échange et l'intensité des échanges politiques témoignent de la solidité de cette relation qui dépasse aujourd'hui le seul cadre diplomatique pour s'étendre aux entreprises, aux technologies, à la culture, aux échanges entre les peuples. Morocco has earned a reputation as serious, stable, and forward-looking. As the kingdom marks 27 years under the leadership. À l'occasion de cette fête du trône, le Maroc célèbre non seulement le chemin parcouru, mais aussi les ambitions qui porteront son développement dans les années à venir. Pour cet épisode spécial, depuis Washington, nous recevons Norman Rule, conseiller au Transnational Treaties Project du Center for Strategic and International Studies et ancien haut responsable de la CIA où il a dirigé durant 34 ans d'importants programmes consacrés au Moyen-Orient. Retired Colonel Bill Putnam. Bill is a retired U.S. Army colonel. Nous accueillons également le colonel Bill Putnam, officier général retraité de l'armée américaine, ancien responsable du renseignement militaire et spécialiste des questions de sécurité nationale. Ainsi que les chroniqueurs de l'émission Ryan Ekstrom et George Landwitz. Bienvenue à tous. Alors avant d'ouvrir notre débat, retrouvons notre correspondante Shourouk Diab en direct de la région de Washington pour son reportage consacré à la célébration de la fête du trône au Royaume du Maroc. La célébration de la fête du trône au Royaume du Maroc, ou la fête nationale comme elle est communément désignée aux États-Unis, jouit d'une considération particulière auprès de nombreux Américains.
Et pour cause, elle est associée dans leur mémoire collective à un pays qui fut le premier au monde à reconnaître l'indépendance de leur jeune nation. What I'd like to do is, on the occasion of our 250th À l'occasion du 250e anniversaire de notre indépendance et compte tenu du fait que le Maroc a été l'un des premiers pays à reconnaître les États-Unis, ainsi que de la longue et durable amitié qui unit nos deux peuples, je tiens à adresser mes plus chaleureuses salutations au Royaume du Maroc. Je lui souhaite tous mes vœux de succès pour l'avenir et forme le souhait que l'amitié entre nos deux nations perdure à jamais. Après les célébrations sans précédent marquant au début du mois le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, un rapprochement porteur d'une profonde portée historique et politique s'est dessiné, remettant sur le devant de la scène l'une des plus anciennes relations d'amitié de l'histoire contemporaine. Je pense que le souverain du Maroc, lorsqu'il a pris connaissance du mouvement qui prenait forme ici, a sans doute été impressionné par ce que ces hommes étaient en train d'accomplir. Il s'en est réjoui et a souhaité leur adresser ses vœux de réussite. Il l'a fait en accordant aux navires des États-Unis le droit d'accoster librement dans les ports marocains. Je souhaite dire au peuple marocain merci pour le soutien que votre pays a apporté aux États-Unis au cours des 250 dernières années. Le Maroc a été l'un des premiers pays à autoriser les navires américains à accéder à ces ports. Une fois encore, je tiens à dire merci au Maroc. Sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc a consolidé sa position en tant que partenaire stratégique fiable des États-Unis en Afrique et dans le monde arabe. Cette relation se reflète dans les liens de respect et d'estime mutuelle qui unissent Sa Majesté au président américain Donald Trump, lequel, à plusieurs reprises, a salué le leadership du souverain ainsi que le rôle central du Maroc dans la promotion de la stabilité et de la paix au niveau régional et international. Dans la mémoire collective américaine, la fête du trône est bien plus qu'une simple fête nationale d'un pays étranger. Elle est la célébration du Royaume du Maroc, dont les souvenirs ont choisi les États-Unis comme amis, partenaires et alliés, bien avant que ce pays ne devienne une puissance mondiale. Chorouk Diab, depuis la périphérie de la capitale américaine, Washington, pour Medi 1 TV. Merci Chorouk. Georges, ouvrons ce débat par la portée de cet anniversaire. Si la fête du trône est avant tout un moment de célébration, elle est aussi l'occasion de mesurer le chemin parcouru par le royaume. Depuis l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône en 1999, quelles sont selon vous les réalisations les plus marquantes ? Lesquelles ont le plus profondément transformé le Maroc, aussi bien sur le plan du développement national que de son rayonnement sur la scène internationale ? C'est une excellente question. Comme vous l'avez souligné, la fête du trône n'est pas seulement une célébration, c'est aussi l'occasion de mesurer les progrès véritablement remarquables accomplis par le royaume grâce à un leadership inspirant. Comme vous le savez, le Maroc a enregistré d'importantes avancées dans les domaines des infrastructures, de l'économie, de l'industrie, des transports, des ports, des trains à grande vitesse, ainsi que dans les secteurs de la technologie, de l'industrialisation et même de l'innovation numérique. Le roi a énormément œuvré à la construction de la nation, non pas pour en tirer un bénéfice personnel, mais dans l'intérêt du peuple marocain. Il s'est notamment attaché à créer davantage d'opportunités économiques afin de faire reculer la pauvreté. Aucun pays ne souhaite connaître le déclin et c'est précisément l'inverse qui se produit aujourd'hui au Maroc. Sa Majesté le roi a déployé d'importants efforts pour permettre aux citoyens ordinaires d'accéder à davantage d'opportunités. C'est ce qui le distingue de nombreux dirigeants au cours de l'histoire. Beaucoup ont eu tendance à privilégier leurs propres intérêts tandis que lui semble profondément attaché à ce qui est bénéfique pour son pays et pour son peuple. C'est pourquoi je pense que la fête du trône offre de nombreuses raisons de célébrer. La nation marocaine est à mon sens résolument engagée sur une trajectoire prometteuse. Elle a accompli des réalisations majeures et je suis convaincu qu'elle continuera à progresser grâce à une gouvernance empreinte de sagesse. Le terme qui résume peut-être le mieux cette trajectoire est celui de leadership visionnaire.
Après 27 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les transformations du royaume sont perceptibles dans de nombreux domaines, tant sur le plan économique, social que diplomatique. Norman, tout au long de votre carrière, vous avez observé la manière dont les États relèvent les grands défis stratégiques. Le Maroc, lui, a su préserver sa stabilité dans l'une des régions les plus complexes du monde, tout en affirmant son influence en Afrique, au Moyen-Orient et dans l'espace atlantique. Comment expliquez-vous cette constance stratégique et quelle portée lui accordez-vous après plus d'un quart de siècle? Merci pour cette question qui est particulièrement pertinente. Ce fut un privilège pour moi d'observer cette évolution remarquable au cours des 27 dernières années. Cette période a en effet été marquée par de profondes turbulences en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Le Maroc, quant à lui, ne s'est pas contenté de préserver sa stabilité durant cette période. Il a également connu un essor tant sur le plan économique qu'au politique. À mon sens, la principale leçon à retenir ne réside pas seulement dans le fait que le Maroc a réussi et qu'il est devenu un partenaire majeur des États-Unis ainsi que de nombreux autres pays. Il est aussi devenu une source d'inspiration et d'expérience dont d'autres États peuvent s'inspirer et tirer des enseignements. Cela s'explique par le fait que le Maroc n'a pas seulement assuré la continuité de ses politiques, il a également bénéficié d'un leadership particulièrement stable dans le domaine de la sécurité. Le Royaume a établi un réseau solide et durable de partenariats sécuritaires avec les États-Unis, ainsi qu'avec de nombreux autres partenaires à travers le monde. Le Maroc dispose également d'une stratégie claire de lutte contre le terrorisme, de prévention de l'extrémisme et de gestion des défis liés à l'Iran. Il est un partenaire hautement fiable qui aborde ces enjeux en s'appuyant sur des ressources pérennes et sur une évaluation permanente des risques auxquels sont confrontés les autres pays. Son expérience constitue ainsi une référence vers laquelle d'autres États peuvent se tourner. Sa Majesté le Roi effectue régulièrement des visites dans la région et à travers le monde. À cette occasion, de nombreux dirigeants sollicitent ses conseils, demandent son avis et cherchent à bénéficier de son expérience sur la manière de réussir dans tel ou tel domaine. Sa Majesté a mis en place un modèle de gouvernance particulièrement remarquable. Et il y a aussi la question de la continuité stratégique. Bill, si l'on se place sur le terrain de la sécurité et de la défense, le Maroc s'est imposé au fil des années comme l'un des partenaires les plus solides et les plus fiables des États-Unis en Afrique du Nord. Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui font aujourd'hui du Royaume un allié stratégique de premier plan pour Washington? Bon, Marc, c'est une question très importante et merci de me l'avoir posée. Je pense que la réponse tient essentiellement à 3 facteurs: la géographie, la fiabilité et les intérêts communs. Tout d'abord, le Maroc occupe une position géostratégique à la croisée de l'Europe, de l'Afrique, de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Ensuite, les relations entre les États-Unis et le Maroc sont les plus anciennes de l'histoire diplomatique américaine. Certes, la diplomatie fait souvent les gros titres, mais la confiance, elle, se construit au fil des décennies. Enfin, les deux pays partagent des intérêts stratégiques communs. Ils sont tous deux déterminés à empêcher les groupes extrémistes de prendre le contrôle d'États fragiles ou de zones échappant à l'autorité des pouvoirs publics, notamment dans la région du Maghreb et du Sahel. À mon sens, c'est ce qui fait du Maroc un partenaire stratégique de premier plan pour Washington. La sécurité est un pilier essentiel, mais elle ne suffit pas à elle seule à expliquer la trajectoire du Maroc. En parallèle, le Royaume a profondément modernisé ses infrastructures, ports, autoroutes, réseaux ferroviaires, aéroports, zones industrielles, mais aussi des secteurs comme l'énergie et les énergies renouvelables. Comment le Maroc est-il parvenu, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à conjuguer ces différentes priorités? Comment a-t-il réussi à bâtir des partenariats stratégiques solides, à renforcer sa sécurité et dans le même temps à conduire une politique de développement créatrice de croissance et de prospérité? Well, that's a very good question, and also a complicated one, because leadership of a nation in all those different varieties requires a leader. C'est une question importante, mais aussi complexe. Diriger une nation dans des domaines aussi variés exige, à mon sens, un dirigeant doté d'une vision claire et d'une remarquable capacité de concentration. La plupart des responsables finissent par perdre leur cap face à la multiplicité des enjeux. Or, il est manifeste que le roi Mohammed VI n'a jamais laissé ses priorités se confondre. Il a su les traiter une à une avec méthode et obtenir des résultats significatifs dans chacune d'elles. Prenons l'exemple des infrastructures. Il ne s'agit pas simplement de construire des routes, des ports ou des bâtiments,
Les infrastructures constituent le socle même sur lequel repose le développement d'un pays. Elles sont, en quelque sorte, comparables au squelette du corps humain. Les os n'existent pas uniquement pour être des os. Ils nous permettent de nous tenir debout et de fonctionner efficacement. De la même manière, les infrastructures ont ouvert de nouvelles perspectives économiques. Elles ont renforcé la place du Maroc dans le commerce international. Les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'ensemble des échanges y sont liés. Le Royaume est ainsi devenu un acteur important de ces réseaux internationaux. Au final, tout cela se traduit par la création d'emplois, l'élargissement des opportunités, le renforcement de l'économie et la diversification de ses ressources. Ainsi, même lorsque certains secteurs subissent des difficultés, comme les épisodes de sécheresse qui affectent l'agriculture, une économie solide reposant sur des ressources nombreuses et diversifiée permet d'éviter qu'un recul temporaire dans un domaine ne compromette l'ensemble du pays. C'est pourquoi je considère que le roi a accompli un travail remarquable en bâtissant ce que j'appellerais une économie diversifiée. Si l'on examine également les relations internationales, on constate qu'elles ont elles aussi contribué au développement économique du royaume. Norman, I want to take part of what Bill started talking about. So he was talking about how Morocco sits in the meeting points of Norman, j'aimerais revenir sur un point soulevé par Bill. Le Maroc bénéficie d'une position géographique unique, au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe, à la croisée de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Comment le Royaume a-t-il réussi à transformer cet avantage géographique en un véritable levier diplomatique, économique et stratégique? Je pense notamment au port de Tangimet, devenu un hub mondial, mais aussi à son impact sur le commerce, la logistique et les chaînes d'approvisionnement internationales. Selon vous, comment le Maroc est-il parvenu à intégrer ces différents atouts dans une vision cohérente et de long terme? Well, that's a great question. I want to build on what my colleagues have said today because I think we want to look at what could have happened. C'est une excellente question. J'aimerais d'ailleurs m'appuyer sur les observations formulées aujourd'hui par mes collègues. Je pense qu'il est également important de se demander ce qui aurait pu se produire si le Maroc n'avait pas connu un tel succès. Au cours des 27 dernières années, l'Afrique a été confrontée à de nombreuses crises, à des périodes d'instabilité et à des échecs dans les domaines de la sécurité et du développement économique. Pourtant, le Maroc n'a pas suivi cette trajectoire. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est le résultat d'un effort gouvernemental global mené avec constance pendant plus de 2 décennies. Le Royaume a enregistré d'importants succès économiques tout en développant des partenaires solides dans les domaines de la sécurité, de la défense et du renseignement avec de nombreux pays. Il s'est également doté d'une stratégie de lutte contre le terrorisme et a renforcé ses relations avec les États du Golfe et les pays européens. Parallèlement, le Maroc a élaboré des plans ambitieux en matière de développement énergétique et manifeste un intérêt croissant pour l'intelligence artificielle et les perspectives qu'elle offre. En résumé, elle s'appuie sur les acquis du passé tout en préparant activement l'avenir. Le Royaume dispose également d'une initiative pour le Sahara visant à instaurer une paix durable. Cela montre qu'il mène de front un grand nombre de chantiers stratégiques. C'est précisément cette approche globale de l'action publique qui explique les succès obtenus, permettant au Maroc de renforcer simultanément ses liens avec l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. En définitive, 27 ans de transformation ne font pas toujours la une de l'actualité, mais elles produisent des résultats tangibles grâce aux réalisations menées sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Georges, j'ai récemment visité une université à Casablanca où nous avons d'ailleurs accueilli plusieurs étudiants dans notre émission. Ces jeunes incarnent l'avenir de l'industrie, de la technologie et de l'innovation au Maroc. J'ai également pu mesurer les investissements consentis par le Royaume dans le numérique, l'intelligence artificielle et le développement industriel. Cette nouvelle génération constitue un atout majeur pour accompagner la montée en gamme de l'économie marocaine. Selon vous, comment le Maroc s'est-il préparé à relever tous ces défis et à renforcer sa compétitivité sur la scène internationale? Je pense que si l'on remonte à 1999, le Maroc n'était probablement pas le pays que nous connaissons aujourd'hui. Depuis lors, le roi a engagé de nombreuses réformes, notamment dans le domaine de l'éducation, et je crois qu'il continue d'accorder une attention particulière à ces questions. Cela fera une réelle différence car les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques sont bien entendu des domaines essentiels. Le Royaume a également mis en place un cadre propice à l'entrepreneuriat, à l'innovation et aux investissements dans ces nouvelles technologies.
Dans ces types d'économies, les investissements et les talents sont indispensables et le gouvernement s'attache précisément à les encourager et à les développer. Comme nous le savons, il fut un temps où l'économie marocaine reposait essentiellement sur l'agriculture traditionnelle. Aujourd'hui, elle ne se limite plus à ce secteur. Le Maroc dispose désormais, comme nous l'avons évoqué, d'industries telles que la construction automobile, les activités d'exportation et d'autres secteurs à forte intensité technologique. C'est pourquoi je considère que les perspectives sont très prometteuses. Le royaume n'est peut-être pas encore pleinement préparé à tous les défis de demain, mais je pense que si l'on observe la vision du roi, et on constate qu'il comprend parfaitement les réalités du moment qu'il s'attache constamment à réformer, améliorer et renforcer les politiques mises en œuvre afin qu'elles produisent de meilleurs résultats. Je crois également qu'il possède une véritable capacité à anticiper l'avenir. Il est très concentré sur les objectifs qu'il souhaite atteindre et sur les moyens d'y parvenir. C'est pourquoi j'ai une grande confiance dans l'économie marocaine, dans sa capacité à poursuivre ses réussites. En définitive, je pense qu'il y a de nombreuses raisons d'être optimiste pour le Maroc. La fête du trône est une excellente occasion de se rappeler de tous ces progrès. Absolument. Bill, après avoir évoqué la jeunesse et les nouvelles technologies, intéressons-nous à un autre pilier du développement, les infrastructures stratégiques. Les investissements dans les ports, les plateformes logistiques, l'industrie manufacturière et les grands réseaux de transport ne sont pas seulement des moteurs de croissance. Ils jouent également un rôle essentiel en matière de chaîne d'approvisionnement, de sécurité économique et de sécurité nationale. Selon vous, dans quelle mesure ces infrastructures contribuent-elles aujourd'hui à renforcer la résilience et la souveraineté des États ? Je pense qu'il est important de souligner qu'il ne s'agit pas uniquement de développement économique, mais bien d'une stratégie nationale. Il convient d'insister sur le fait qu'il s'agit d'une stratégie nationale cohérente visant à bâtir une économie solide. À cet égard, il est essentiel de rappeler que le Maroc est le seul pays d'Afrique à disposer d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Cela, à lui seul, est remarquable au regard de tout ce que le roi est parvenu à accomplir. On peut également analyser cette question sous l'angle de la résilience. Si je peux dire que je dispose d'un réseau ferroviaire à grande vitesse, que je suis en mesure d'approvisionner efficacement les marchés, de réduire les coûts liés au transport des marchandises, alors je ne me contente pas de renforcer mes capacités à l'intérieur de mon pays. Je crée également un environnement propice à l'investissement et je démontre que je suis un partenaire stable pour l'ensemble de la région. Tout cela renforce la résilience du pays ainsi que sa sécurité nationale, car cette stabilité favorise la coordination et la coopération avec les entreprises d'Europe et d'Amérique du Nord en vue d'améliorer davantage le développement économique et les conditions de prospérité au Maroc. Georges, ce que Bill souligne, c'est qu'une vision stratégique permet de concrétiser de grands projets comme le port de Tanger Med ou l'initiative Atlantique. Mais pour qu'une telle ambition porte ses fruits, elle doit aussi reposer sur des bases solides à l'intérieur du pays. Au Maroc, cela passe notamment par l'autonomisation des citoyens, la réforme de l'éducation, le renforcement du système de santé, la promotion de la place des femmes, la lutte contre la pauvreté et la création d'opportunités pour tous. Dans quelle mesure ces politiques contribuent-elles aussi au développement du royaume? Car une stratégie des infrastructures performantes et un dispositif de sécurité solide ne suffisent pas sans une population mobilisée, qualifiée et pleinement engagée dans le développement de son pays. Ces atouts ne peuvent produire tout leur potentiel. Sa Majesté le roi ne cherche pas uniquement à construire des ports, des aéroports ou des lignes ferroviaires à grande vitesse, même si ces infrastructures constituent évidemment des leviers essentiels pour le développement du pays. Il veille également à offrir davantage d'opportunités à la population. Ainsi, le taux de pauvreté a reculé rapidement au Maroc, tandis que l'économie a poursuivi sa croissance. Prenons même l'exemple de l'équipe nationale de football. Il y a 30 ans, le Maroc ne disposait pas d'une sélection de ce niveau. Aujourd'hui, elle figure parmi les meilleures équipes du monde. En réalité, ce que le roi s'efforce de faire, c'est de créer les conditions permettant à chaque citoyen de réussir. Comme indiqué auparavant, l'autonomisation des femmes, la lutte contre la pauvreté par la création davantage d'emplois et l'opportunité ainsi que d'autres initiatives de même nature font également partie de ces priorités. Il ne s'agit donc pas simplement d'accumuler de grands projets d'infrastructures. Certains pays possèdent de nombreux ports et aéroports alors que leur population continue de vivre dans des conditions difficiles en raison d'un manque de vision de leurs dirigeants.
C'est tout à fait exact, George. Il ne suffit pas que la population soit motivée, que la pauvreté recule et que toutes les composantes de la société soient pleinement associées au développement. Il faut également disposer d'institutions solides et de réformes mises en œuvre de manière effective et en temps réel. Norman, Sa Majesté le Roi a accordé une priorité particulière à la bonne gouvernance et à la capacité d'adaptation. La société a évolué, la structure démographique s'est transformée, les exigences en matière de sécurité ont elles aussi changé. Comment le Maroc est-il parvenu à accompagner ces transformations? Well, it's done it in a way that has not provoked dissatisfaction in the domestic. Le Maroc y est parvenu, il l'a fait d'une manière qui a directement bénéficié à sa population. Cela rejoint d'ailleurs ce qu'évoquait Georges, ainsi que les différents points abordés au cours de notre discussion aujourd'hui. Cet aspect est essentiel, car lorsque l'on observe la manière dont le reste du monde perçoit aujourd'hui le Maroc, dans un contexte où les investissements directs étrangers au Moyen-Orient sont devenus plus concurrentiels et où les transferts de technologies font l'objet d'une vigilance accrue à l'échelle internationale, le Royaume doit se montrer toujours plus compétitif. Et il suffit de constater que la Banque mondiale salue la qualité de l'environnement économique et institutionnel du Maroc. On peut également citer l'extraordinaire parcours de l'équipe marocaine lors de la Coupe du Monde, ainsi que les appréciations exprimées par les Nations Unies à l'égard de l'initiative marocaine sur le Sahara, présentée comme une proposition méritant le soutien de la communauté internationale. Très bien, merci messieurs. Nous poursuivrons notre échange juste après une courte pause. Merci de rester avec nous. Please stay tuned. Welcome back to this special episode of Min Washington. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans cette édition spéciale depuis Washington consacrée au 27e anniversaire de la Fête du Trône. Avant de retrouver nos invités, notre correspondant à la Maison-Blanche, Adel Dessouky, revient sur le partenariat stratégique entre les États-Unis et le Maroc. Cette édition revêt cette année une portée toute particulière, marquée par deux célébrations majeures, le 250e anniversaire des États-Unis et la Fête du Trône au Maroc. Deux rendez-vous qui rappellent que l'amitié entre Rabat et Washington figure parmi les relations les plus anciennes, les plus durables et les plus solides de l'histoire contemporaine. Bonjour Marc, alors que les États-Unis célèbrent ce mois-ci le 250e anniversaire de leur indépendance, une symbolique particulière se dégage de la coïncidence entre cette commémoration historique et la fête du trône du Royaume du Maroc célébrée au cours du même mois. Deux pays unis par l'une des plus anciennes relations d'amitié au monde. Comme nous le savons tous, les relations entre le Maroc et les États-Unis ne sont ni circonstancielles, ni dictées par des intérêts passagers, et s'inscrivent dans une longue histoire remontant au début de l'État américain, lorsque le Maroc fut l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Cette amitié s'est ensuite concrétisée par le traité de paix et d'amitié, qui demeure aujourd'hui l'un des plus anciens traités diplomatiques toujours en vigueur dans l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, Marc, alors que le Maroc célèbre la fête du trône, cette relation prend une nouvelle dimension sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le partenariat entre Rabat et Washington est passé du seul héritage historique à une coopération stratégique d'envergure, couvrant les domaines de la sécurité, de la défense, de la lutte contre le terrorisme, du commerce, de l'investissement, mais aussi de l'énergie, de l'éducation et des échanges culturels. Les relations militaires, illustrées notamment par les exercices African Lion, témoignent de la profondeur de la confiance qui unit les deux pays dans le domaine de la sécurité. De son côté, l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis traduit une volonté commune de renforcer les liens économiques et d'ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'investissement et d'échanges commerciaux. Sur les plans politiques et diplomatiques, le Maroc demeure un partenaire fiable des États-Unis dans une région en pleine mutation qui s'étend de l'Afrique du Nord au Sahel et jusqu'au Moyen-Orient. En retour, Washington réaffirme constamment l'importance du Maroc en tant qu'allié stable et acteur majeur au service de la sécurité régionale et de l'équilibre international. Ainsi, la coïncidence entre le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis et la fête du trône au Maroc ne relève pas d'une simple convergence du calendrier. Elle constitue un moment hautement symbolique qui rappelle les racines d'une amitié profonde et d'un partenariat qui ne cesse de se renforcer au fil du temps. Une relation née de l'histoire, mais qui se renouvelle aujourd'hui grâce aux intérêts communs, à la confiance mutuelle et à une vision partagée d'un monde fondé sur la stabilité, la coopération et le respect mutuel.
Adel Dassoki pour Médian TV dans le cadre de l'émission Depuis Washington. Merci Adel, vous étiez en direct de la Maison Blanche. Pour cette seconde partie, nous accueillons également notre chroniqueur Ryan Ekstrom. Ryan, le Maroc a investi massivement dans les provinces du Sud, en particulier dans les infrastructures, le développement économique et la création d'emplois. Alors selon vous, comment ces investissements ont-ils contribué à renforcer le modèle de développement du Maroc et en définitive son unité nationale? Elles l'ont renforcé à plusieurs égards, en effet. Tout d'abord, sur le plan économique, en faisant de cette région un véritable moteur au service du développement économique du Maroc et un point d'appui pour une croissance accrue. Mais nous constatons également un renforcement de l'adhésion sur le plan politique, lorsque les citoyens ont le sentiment de faire pleinement partie de ce projet et qu'il ne s'agit pas seulement d'un slogan en faveur de l'unité nationale. Cela contribue de manière déterminante à soutenir l'effort national global que Sa Majesté le roi Mohammed VI met en œuvre à travers l'ensemble du royaume. C'est là l'essentiel, que les Marocains, où qu'ils vivent, se sentent pleinement associés à cette vision et à ce projet que le roi s'est attaché à concrétiser. Le message le plus important est que les provinces du Sud ne sont plus considérées comme une exception. Elles sont désormais envisagées comme une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique de l'Ouest, la région du Sahel et au-delà. Leur intégration dans la vision nationale d'ensemble et dans le projet stratégique porté par le roi crée une dynamique durable et soutenue de développement. Very much, and we see that has to happen for Morocco. All parts of the kingdom have to. Nous estimons que c'est précisément la voie que doit suivre le Maroc. Cette évolution était indispensable. Toutes les régions du Maroc doivent pouvoir aspirer au progrès et à la prospérité. Norman, intéressons-nous à présent à la politique étrangère de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les États-Unis ont connu une transition entre les administrations Biden et Trump avec de nouvelles orientations davantage tournées par exemple vers l'hémisphère occidental. Comment la continuité, la constance, le pragmatisme, l'équilibre et surtout l'esprit de partenariat qui caractérise l'action de Sa Majesté le roi Mohammed VI ont-ils permis au Maroc d'élargir son influence tout en consolidant sa place dans l'ordre international? Vous avez cité des caractéristiques essentielles. Bill a notamment évoqué la question des intérêts communs avec les États-Unis, ainsi que plusieurs autres aspects importants. J'ajouterai à cela que le Maroc est en mesure d'apporter une lecture particulièrement pertinente des réalités de sa région. Il a également su articuler les dimensions économiques, politiques et sécuritaires au sein d'une vision cohérente, faisant le lien entre l'Afrique, le Moyen-Orient et les intérêts européens. Il a ensuite su traduire cette vision dans un langage que comprennent et auquel adhèrent les États-Unis, l'Europe ainsi que les partenaires africains et moyen-orientaux. C'est pourquoi cette politique étrangère bénéficie d'un large soutien dans de nombreux pays. Comme je l'ai déjà souligné, le Maroc est régulièrement consulté en raison de la singularité de sa vision. Les éléments que vous avez évoqués sont certes importants, mais sans clairvoyance ni vision stratégique, il ne susciterait pas une telle reconnaissance au niveau international. Une fois encore, 27 années de stabilité et de gouvernance avisée ont fait du Maroc un partenaire apportant une valeur particulière à la communauté internationale. Sa situation géographique n'a pas été un simple atout. Le royaume a su transformer sa géographie en véritable stratégie. Il est ainsi devenu un point de convergence entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, offrant une vision stratégique dont peu de pays disposent aujourd'hui. Bill, j'aimerais à présent vous interroger ainsi que Norman sur l'importance des exercices African Lion. Chaque année, ces manœuvres permettent aux forces armées marocaines et américaines de s'entraîner ensemble à travers différents scénarios opérationnels et d'anticiper les risques potentiels. Quelle est l'importance de cette coopération, à la fois pour les deux pays et aussi pour l'ensemble du continent africain?
Marc, ce n'est pas seulement important, c'est fondamental. Dans les forces armées, nous disons souvent qu'en l'absence de confiance, il ne peut y avoir de véritable équipe. Nous ne menons pas d'exercices militaires de grande ampleur avec des pays ou des forces armées auxquelles nous ne faisons pas confiance. Le premier aspect que je voudrais souligner est donc la confiance que nous construisons à travers ces exercices. Nous développons également ce que les militaires appellent l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de travailler ensemble de manière fluide, efficace et en parfaite compréhension mutuelle. Nous renforçons aussi ce que nous appelons l'état de préparation multinationale. Si l'on considère les exercices African Lion, ils réunissent environ 5600 militaires issus de plus de 40 pays, ce qui est considérable. Fort de mon expérience militaire, je me souviens que nous répétions souvent qu'il ne fallait jamais attendre qu'une crise éclate ou qu'un conflit survienne pour commencer à apprendre. C'est pourquoi ces exercices sont absolument essentiels pour renforcer à la fois l'état de préparation opérationnelle et la confiance entre les partenaires. C'est tout à fait juste. Norman, restons sur les exercices African Lion et plus largement sur la coopération entre les États-Unis et le Maroc en matière de commerce, de renseignement, de partage des valeurs et de lutte contre les réseaux criminels transnationaux, les cellules terroristes et d'autres menaces. Quelle est l'importance de cette coopération pour la relation bilatérale et en quoi renforce-t-elle la capacité de Sa Majesté le Roi à exercer depuis 27 ans un leadership efficace et crédible? Well, Bill spoke about the number of nations that are involved in this amazing. Bill a évoqué le nombre de pays participant à cet exercice majeur. Ce seul élément traduit déjà l'ampleur exceptionnelle de son rayonnement géographique, la diversité des cultures représentées ainsi que la multiplicité des défis politiques, techniques et sécuritaires auxquels les participants sont confrontés. Ces exercices nous permettent d'apprendre intensivement les uns des autres. Ensuite, chacun retourne dans son pays avec cette expérience qu'il transforme en méthode de travail, en procédures et en enseignements concrets. En définitive, nous repartons avec une meilleure compréhension de ce que nous devons améliorer afin d'être mieux préparés à faire face à une situation que nous espérons ne jamais connaître, mais pour laquelle il serait trop tard d'apprendre une fois qu'elle se produirait. Ryan, le Maroc est l'un des plus anciens alliés des États-Unis. Cette relation remonte à près de 250 ans. Pourquoi est-il important que les Américains prennent pleinement conscience de la profondeur et de la fiabilité de ce partenariat? Les Américains doivent comprendre qu'il s'agit de la plus ancienne relation diplomatique des États-Unis. Il ne faut pas la considérer comme un simple symbole de partenariat. C'est une relation authentique fondée sur des liens réels, un engagement durable et une coopération concrète. Nous avons déjà évoqué sa dimension militaire, mais elle couvre également l'investissement, la sécurité alimentaire et d'autres questions d'intérêt commun pour les Américains. Le Maroc et les États-Unis sont deux alliés majeurs dans la lutte contre le terrorisme ainsi que sur de nombreux autres enjeux de sécurité. Certains Américains pourraient dire qu'ils ne souhaitent plus s'engager dans des conflits interminables, mais le rôle du Maroc va bien au-delà de cette dimension. Le royaume se transforme progressivement en une économie numérique de pointe et offre d'importantes perspectives d'investissement aux entreprises américaines. Cette évolution représente également une véritable opportunité pour les citoyens américains eux-mêmes. C'est précisément ce qui explique la solidité et la longévité de cette relation entre les États-Unis et le Maroc. Bill, vous avez exercé d'importantes responsabilités tant civiles que militaires au-delà des États-Unis. Lorsque vous observez les capacités du Maroc et sa capacité à préserver sa sécurité dans un environnement régional particulièrement complexe, quels sont selon vous les facteurs qui lui ont permis de rester à la fois fort et stable au fil de ces dernières décennies? À mon sens, il faut avant tout adopter une perspective de long terme. Tout au long de ces discussions, nous avons souligné que le Maroc a compris qu'il ne pouvait progresser seul. Il a pleinement intégré la nécessité de bâtir des partenariats solides. Le Royaume se tourne vers l'Europe et plus largement vers l'Occident, tout en développant ses relations avec ses partenaires en Afrique et au Moyen-Orient.
Il est également conscient de la nécessité de renforcer la formation de ses forces de sécurité intérieure et de ses forces armées, ainsi que de moderniser en permanence ses capacités technologiques. Le développement des infrastructures s'inscrit lui aussi dans une stratégie cohérente de sécurité nationale destinée à préparer le Maroc aux défis du XXIe siècle. L'aspect que je souhaiterais particulièrement souligner est la volonté de faire du Maroc un véritable pôle de stabilité en Afrique du Nord. Sa position géographique est d'une importance exceptionnelle à proximité du détroit de Gibraltar, de l'océan Atlantique, de l'Europe méridionale, du monde arabe et de l'Afrique du Nord. Je suis convaincu que le Maroc est pleinement conscient de ses atouts et que, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous continuerons à voir se poursuivre ses réalisations et ses progrès. Ryan, vous avez travaillé au Capitole aux côtés du représentant Joe Wilson, élu de la Caroline du Sud. Le Maroc a la particularité d'être à l'abri des clivages partisans. Il bénéficie du soutien d'amis aussi bien au sein du Parti démocrate que du Parti républicain. Nous avons notamment reçu le sénateur Ted Cruz, qui a évoqué la proposition visant à désigner le Polisario comme organisation terroriste, une initiative qui bénéficie également d'un certain soutien parmi les démocrates. À une époque où les États-Unis connaissent une polarisation politique particulièrement marquée, comment expliquez-vous que le Maroc soit parvenu à transcender ces divisions et à obtenir l'appui des deux grands partis? Tout commence par la reconnaissance de la profondeur de cette relation qui remonte à la fondation même de notre nation. Aujourd'hui encore, elle bénéficie d'un soutien bipartisan, car démocrates et républicains reconnaissent tous deux la valeur du Maroc en tant que partenaire stratégique fiable et coopératif. Dans une région où il n'est pas toujours facile de trouver des partenaires de cette qualité, les États-Unis savent qu'ils peuvent compter sur le Maroc pour faire face aux situations d'instabilité qui émergent dans la région du Sahel. Le Royaume constitue également une plateforme stratégique permettant de répondre aux évolutions qui s'y produisent, comme cela a été évoqué à propos des exercices African Lion. Ces manœuvres offrent aux partenaires concernés l'occasion de se préparer ensemble afin d'être prêts lorsque des crises éclatent dans des zones instables. La lutte contre le terrorisme et la sécurité alimentaire comptent parmi les intérêts fondamentaux des États-Unis et relèvent de priorités nationales qui dépassent de clivages politiques. C'est pourquoi je suis convaincu que ce partenariat continuera de bénéficier d'un soutien constant, quelle que soit l'administration sur place, et je ne vois aucune raison que cela change. Je pense que c'est tout à fait juste et c'est devenu suffisamment rare pour être souligné. Norman, cette relation repose aussi sur des échanges culturels, universitaires, sportifs et commerciaux, ainsi que sur la facilité avec laquelle les États-Unis coopèrent avec le Maroc grâce à la constance de ce partenariat au fil des années. À l'échelle internationale, rares sont les pays avec lesquels les États-Unis ont su préserver une relation bilatérale aussi solide, à l'abri des alternances politiques, des conflits et des crises internationales. Comment expliquez-vous la pérennité de cette relation, non seulement depuis 27 ans, mais depuis près de 250 ans? L'un des grands atouts des relations culturelles entre les États-Unis et le Maroc réside dans le fait que le Maroc est un pays remarquable à découvrir. Lorsque les visiteurs ont l'occasion d'en parcourir différentes régions, ils en repartent avec une perception profondément différente de celle qu'ils avaient auparavant. Cela contribue à une meilleure compréhension de son histoire, un aspect auquel, selon moi, nous devrions accorder davantage d'attention aux États-Unis. Sa Majesté le Roi a d'ailleurs largement encouragé cette ouverture. Ici même, aux États-Unis, à l'occasion de la Coupe du Monde, nous avons entendu de nombreux Européens dire « Ce pays est très différent de l'image que les médias nous ont donnée ». Notre discussion aujourd'hui n'est animée ni par des considérations partisanes, ni par un agenda politique particulier. Nous ne cherchons pas à promouvoir une quelconque orientation politique, ce qui est plutôt rare de nos jours, n'est-ce pas? Lorsque des Américains se rendent au Maroc, ou lorsque des Marocains viennent aux États-Unis et découvrent nos différentes communautés, ainsi que nos villes au-delà de Washington, chacun découvre une autre facette de la culture de l'autre. Cette expérience s'est répétée au fil des décennies au point que la relation entre nos deux pays est devenue profondément différente de celle que les États-Unis entretiennent avec la plupart des autres nations.
Depuis plus de 250 ans, cette relation est véritablement exceptionnelle. Elle a donné naissance à un partenariat qui s'est traduit par des échanges commerciaux, une confiance politique, un engagement au sein du Congrès, une relation de confiance avec la Maison-Blanche, ainsi qu'une coopération militaire et dans le domaine du renseignement. Il s'agit d'une relation véritablement unique. Ryan, quels sont aujourd'hui les secteurs offrant les plus grandes opportunités au Maroc en matière de commerce, d'investissement, de technologie ou encore de coopération? À mes yeux, la plus grande opportunité se situe précisément à la croisée de la position stratégique du Maroc et de l'économie moderne qu'il a su bâtir. Le Royaume a investi dans son potentiel et s'est imposé comme une plateforme privilégiée à proximité des marchés européens, notamment dans les secteurs des véhicules électriques et l'industrie aéronautique. Ces domaines bénéficient pleinement de cette dynamique, comme illustre la stratégie Maroc Digital 2030, qui met en place un écosystème numérique destiné à faire du Maroc l'un des pays les plus avancés d'Afrique, sinon le plus avancé. Le roi ne se contente pas d'une vision d'ensemble, il dispose d'une véritable feuille de route visant à consolider ses acquis en reliant les talents nationaux aux financements internationaux afin de stimuler une croissance durable et de tirer pleinement parti du potentiel de l'intelligence artificielle et plus largement de nouvelles technologies. C'est dans ces secteurs que je vois les perspectives les plus prometteuses et tout indique que le Maroc est en bonne voie pour les concrétiser. Bill, vous avez évoqué le détroit de Gibraltar ainsi que le rôle stratégique des grands points de passage maritimes mondiaux comme le détroit d'Ormuz. Quelle importance le détroit de Gibraltar revêt-il pour le Maroc et pourquoi sa stabilité est-elle particulièrement cruciale dans le contexte actuel, marqué par les tensions dans le Golfe et par le rôle grandissant du Royaume sur la scène internationale? Son importance est fondamentale. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Je me souviens que lorsque je me trouvais dans le sud de l'Espagne et que j'ai pris le ferry pour rejoindre le Maroc, ce qui m'a frappé le plus, c'est la proximité extraordinaire entre les deux rives. Depuis le sud de l'Espagne, on aperçoit clairement le Maroc de l'autre côté du détroit. Au-delà de cette proximité géographique, il s'agit avant tout de coopération et de partenariat. Le Maroc attache une grande importance au développement de ses relations avec ses partenaires internationaux. J'aimerais également souligner un point essentiel, les technologies évoluent, mais la géographie, elle, demeure immuable. Cet avantage géostratégique continuera de servir le Maroc sur le long terme et lui permettra de rester un acteur majeur de la stabilité et des équilibres régionaux tout au long du XXIe siècle. Alors que le Maroc célèbre la fête du trône et se projette vers les 27 prochaines années, quelles devraient être, selon vous, les priorités pour les décennies à venir, Ryan? Qu'est-ce qui vous inspire le plus d'espoir quant à l'avenir du Maroc et quels sont, à vos yeux, les principaux défis auxquels le Royaume devra faire face au cours des 27 prochaines années? Ce qui m'inspire le plus d'optimisme, c'est la perspective d'un règlement de la question du Sahara marocain, qui a longtemps constitué un frein pour les investisseurs et les entreprises. Sans cette question, de nombreux projets économiques auraient pu connaître un développement encore plus important au Maroc. Je pense qu'il est essentiel que le Royaume veille à maintenir ce dossier parmi les priorités des États-Unis. Cette question mérite d'aboutir à une solution et ne doit pas être laissée en suspens, comme cela a été le cas lors de certaines initiatives antérieures des Nations Unies. À mon sens, sa résolution permettra à l'ensemble des autres initiatives que nous avons évoquées, notamment la stratégie numérique, de se développer pleinement et de réaliser tout leur potentiel dans la construction d'une infrastructure numérique de pointe en Afrique. Trouver une solution à la question du Sahara marocain est effectivement essentiel, Norman. Les Nations Unies poursuivent leurs efforts en ce sens, tandis que les États-Unis intensifient leurs initiatives diplomatiques, notamment auprès de l'Algérie, pour favoriser une issue à ce dossier. C'est sans doute le principal défi, mais aussi la plus grande opportunité.
Il y a également l'initiative Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi, qui vise à offrir aux pays du Sahel un accès à l'océan Atlantique, à renforcer les échanges commerciaux et à développer de nouvelles routes maritimes. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels le Maroc devra faire face dans les années à venir ? Je partage entièrement ces observations. Si l'on considère l'ensemble de ces éléments, le Maroc apparaît véritablement comme la pierre angulaire de la transformation des relations entre l'Afrique, l'Europe et cette partie du Moyen-Orient, en construisant une nouvelle architecture économique, énergétique et sécuritaire. Le principal défi demeure cependant l'instabilité persistante sur le continent africain. En revanche, le grand espoir réside dans la poursuite du développement des infrastructures énergétiques, notamment des gazoducs, ainsi que dans le transfert continu des technologies vers le Maroc. À cela s'ajoute la poursuite d'un leadership éclairé et avisé pour les années à venir, à l'image de ce que nous avons observé au cours des 27 dernières années. Le Royaume dispose aujourd'hui d'un formidable moteur de progrès capable de transformer une région tout entière. Les avancées réalisées sont remarquables et me conduisent à penser que cette partie du monde pourrait devenir au cours du siècle à venir le théâtre de réalisations exceptionnelles. La résolution de la question du Sahara permettrait de lever un obstacle majeur, d'ouvrir des perspectives beaucoup plus vastes et constituerait une étape décisive vers l'avenir. Le Maroc a encore beaucoup à apporter au monde. Tout à fait. Bill, quel est votre point de vue? Selon vous, quelles sont les plus grandes opportunités, le principal défi qui attend le Maroc? Je partage largement les avis de mes collègues. Si nous parvenons à renforcer davantage la stabilité régionale, à trouver une solution à la question du Sahara, et peut-être à favoriser un rapprochement avec l'Algérie, cela créerait des conditions beaucoup plus favorables pour permettre au Maroc d'exercer pleinement son rôle moteur dans la région. C'est une perspective qui me rend particulièrement optimiste. Je ne suis pas réellement préoccupé par les tentatives qui pourraient viser à créer des divisions entre le Maroc et les États-Unis. Je suis convaincu que ce partenariat fort de près de 250 années d'histoire continuera de se renforcer. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est sans doute la Coupe du monde de football que le Maroc organisera dans 4 ans avec l'Espagne et le Portugal. Je pense que cette compétition permettra au monde entier de découvrir le Maroc sous un nouveau jour. Beaucoup connaissent déjà le Royaume pour son rôle diplomatique et sécuritaire, mais le grand public le connaît encore relativement peu. Je crois que ce sera une formidable opportunité pour le Maroc. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à la Fête du Trône et aux réalisations rendues possibles au fil des années grâce à la vision et au leadership de Sa Majesté le Roi. Sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc s'est imposé sur la scène internationale comme un pays stable, tourné vers l'avenir et largement respecté. En mon nom ainsi qu'au nom de notre producteur et réalisateur Mohamed Saïd El-Wafi, j'adresse nos plus sincères félicitations à Sa Majesté le Roi Mohamed VI et à tout le peuple marocain. Nous formulons nos vœux de progrès, de prospérité, d'un renforcement durable de l'amitié entre le Maroc et les États-Unis. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les plateformes des réseaux sociaux de Médien TV. Je remercie chaleureusement nos invités, Norman Roule et Bill Putnam, ainsi que Shorok Diab, Adel Dessouki et toute l'équipe de production dirigée par Mohamed Saïd El-Wafi. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Médien TV.